Cette série de chroniques biologiques a pour objectif de vous guider dans l'exploration du monde fascinant de la biologie. Et en suivant ces chroniques de la chaîne du vivant, vous serez surpris d'apprendre les liens inattendus qui peuvent exister entre des éléments qui n'ont apparemment aucun rapport. Ainsi, dans la première de ces chroniques, nous avons montré qu'il existait un lien entre l'île de Pâques et l'espoir de prolonger notre durée de vie. Dans cette seconde chronique, c'est un autre lien surprenant que je vous invite à découvrir, celui qui existe entre un chocolat doux comme un baiser et le contrôle de la reproduction des mammifères. Notre histoire démarre en Pennsylvanie, un État du nord-est des États-Unis, et plus précisément dans la petite ville de Hershey. Cette ville s'est développée autour d'une usine de production de chocolat construite en 1903 par Milton Hershey, un industriel américain surnommé le Henry Ford des chocolatiers. La production de chocolat a assuré sa fortune, mais Hershey était aussi un philanthrope qui a mis une grande partie de sa fortune au service des orphelins et des enfants dans le besoin. Hershey est mort en 1945 dans la ville qui porte aujourd'hui son nom. La chocolaterie d'Hershey reste l'activité et l'attraction majeure de cette ville. Un des chocolats les plus appréciés produits par cette chocolaterie est appelé Hershey's Kisses, littéralement les baisers d'Hershey. On raconte que ce petit chocolat à forme conique doit son nom au bruit de la machine qui les produisait, c'est-à-dire un doux son de bisous qui résonnait alors à chaque chocolat confectionné. Dans la ville d'Hershey, qu'on surnomme aussi Chocolate Town, même les lampadaires qui bordent la Chocolate Avenue sont en forme de Hershey's Kisses. Mais nous allons voir qu'on ne s'occupe quand même pas uniquement de chocolat dans cette petite ville d'Hershey. En effet, à la fin des années 1990, une équipe de chercheurs implantés à Hershey travaille sur le mélanome, c'est-à-dire sur un cancer de la peau. Et en 1996, cette équipe découvre chez l'humain un nouveau gène capable d'empêcher que des cellules de mélanome ne se mettent à envahir le corps, c'est-à-dire à former des métastases. Et pour rappeler le nom du plus réputé des chocolats d'Hershey, il nomme ce gène KISS1 et les peptides issus de l'expression de ce gène sont appelés des KISS-peptines ou KP. Chez l'humain, le gène KISS1 code pour une protéine précurseur de 145 acides aminés. Ce précurseur est ensuite clivé en un peptide de 54 acides aminés appelé KP54 qui a la propriété d'inhiber le potentiel métastasique de cellules de mélanome humain. Parce que ce peptide a un rôle anti-métastasique, on l'a appelé au départ la métastine, ce qui signifie inhibiteur de métastase. Par clivage successif, KP54 va donner naissance à des peptides plus courts, appelés KP14, KP13 et KP10, qui contiennent respectivement 14, 13 et 10 acides aminés. Comme KP54, ces trois petits peptides sont aussi biologiquement actifs et ils ont en commun leurs 10 derniers acides aminés qui forment une séquence très conservée chez les vertébrés et en particulier chez les mammifères. En 1999, le récepteur des Kiss-peptines est identifié à partir de cerveaux de rats, puis en 2001,
ce récepteur est aussi isolé chez l'humain. Le récepteur des kisspeptines est appelé au départ GPR54, car c'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires couplés à une protéine G et qu'il fixe Kp54. Les trois peptides, Kp14, Kp13 et Kp10, peuvent aussi se fixer sur ce récepteur. Le récepteur des kisspeptines a ensuite été rebaptisé KIS1R. En 2003, des travaux conduits par deux groupes de recherche différents, l'un travaillant chez la souris et l'autre chez l'humain, vont montrer d'une façon tout à fait inattendue que KIS1R est impliqué dans la fonction de reproduction chez les mammifères et plus précisément dans l'activation de leur axe gonadotrope. L'axe gonadotrope des mammifères, tel qu'il était connu avant la découverte des kisspeptines, est présenté sur le schéma de gauche. Cet axe comporte 3 étages. Le premier étage se situe dans l'hypothalamus, qui est une petite région située au cœur du cerveau et qui contrôle de nombreuses fonctions de l'organisme. Dans l'hypothalamus, on trouve notamment 2 zones appelées l'aire préoptique et le noyau arqué, qui contiennent des neurones produisant la GnRH. Le sigle GnRH signifie Gonadotropin Releasing Hormone, c'est-à-dire hormone de libération des gonadotropines. La GnRH, appelée aussi gonadolibérine, est une neurohormone. Une neurohormone est sécrétée dans le sang, comme le sont classiquement les hormones, mais elle est produite et sécrétée par des neurones. La GnRH est libérée de façon pulsatile, c'est-à-dire par petites décharges successives ou pulses qui apparaissent en vert sur le document de droite obtenu ici chez le mâle. La GnRH est libérée dans une circulation sanguine locale qui amène ainsi cette neurohormone directement, sans dilution dans la circulation générale, à une glande située sous l'hypothalamus et qu'on appelle l'hypophyse. Cette circulation locale forme le système porte hypothalamo-hypophysaire. La partie endocrine de l'hypophyse, c'est-à-dire la partie productrice d'hormones, est appelée l'adénohypophyse et elle constitue le deuxième étage de l'axe gonadotrope. Dans l'adénohypophyse, certaines cellules, qu'on appelle les cellules gonadotropes, vont répondre aux pulses de GnRH en produisant et en libérant dans la circulation générale des hormones appelées gonadotropines ou encore gonadostimulines. Les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse produisent 2 gonadotropines différentes appelées la FSH et la LH. La sécrétion de FSH et de LH est activée par la sécrétion pulsatile de GnRH, si bien que la sécrétion de LH et de FSH est également pulsatile, comme on peut le voir sur le document de droite. Les hormones FSH et LH vont activer les gonades, c'est-à-dire les glandes sexuelles que sont les testicules chez le mâle et les ovaires chez la femelle. Ces 2 gonadotropines vont stimuler l'activité endocrine et la fonction de gamétogenèse des gonades. Et les gonades constituent donc le 3e étage de l'axe gonadotrope. L'axe gonadotrope n'est pas toujours actif au cours de la vie. Par exemple, dans le cas de l'espèce humaine, l'axe gonadotrope est d'abord actif momentanément pendant une courte période de la vie fœtale, puis il est inactivé jusqu'à la naissance. Il est fonctionnel ensuite pendant une courte période qui suit la naissance, puis il reste quiescent pendant une dizaine d'années avant d'être réactivé lors de la puberté. Et il reste ensuite actif chez l'adulte. Notons que dans le cas des mammifères à reproduction saisonnière, l'axe gonadotrope de l'adulte n'est actif que pendant une période précise de l'année, au cours de laquelle s'exprime
leur fonction reproductrice. L'axe gonadotrope du mammifère mâle est présenté ici à gauche. La libération pulsatile de GnRH par des neurones de l'hypothalamus va stimuler la synthèse et la libération de FSH et de LH. La FSH va activer les cellules de Sertoli du testicule et les cellules de Sertoli sont nécessaires à la spermatogénèse. La FSH permet donc d'activer la production de spermatozoïdes par le testicule. La LH va activer les cellules de Leydig du testicule et ces cellules de Leydig sont productrices de testostérone. La testostérone est une hormone stéroïde de type androgène, jouant un rôle clé dans la fonction de reproduction du mâle. Cet axe gonadotrope se met en route au moment de la puberté, permettant ainsi une augmentation de la concentration sanguine de testostérone et une mise en route de la spermatogénèse. Cette montée pubertaire de testostérone va permettre notamment un accroissement de taille des testicules et du pénis, l'apparition d'une pilosité générale, la croissance du squelette et l'augmentation de la masse musculaire, ainsi que l'apparition de la libido. Notons que la testostérone a aussi un rôle local dans le testicule parce qu'elle stimule les cellules de Sertoli et active donc la spermatogénèse. L'axe gonadotrope du mâle adulte reste actif pendant toute sa vie, maintenant ainsi la spermatogénèse et la production de testostérone, laquelle va maintenir les caractères sexuels et la libido. La testostérone va également exercer un effet de frein permanent sur l'axe gonadotrope qui se manifeste par une réduction de l'activité des neurones à GnRH. On dit que la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif et ce rétrocontrôle négatif permet de stabiliser la concentration sanguine de testostérone. L'axe gonadotrope du mammifère femelle est présenté ici à droite. Cet axe est également mis en route au moment de la puberté, ce qui entraîne une stimulation des ovaires et une augmentation de la production ovarienne d'hormones stéroïdes analogues à la testostérone et qu'on appelle des estrogènes. Le principal estrogène est l'estradiol. Cette augmentation du taux d'estradiol à la puberté va notamment permettre la mise en route de l'activité sexuelle et elle déclenche aussi la poussée de croissance, le développement des seins et l'élargissement du bassin qui sont observés lors de la puberté féminine. Chez la femelle de mammifère, la FSH, dont le sigle signifie hormone folliculo-stimulante, joue un rôle déterminant dans la croissance terminale des follicules ovariens et elle active la production d'estradiol par les cellules folliculaires. La LH, dont le sigle signifie hormone lutéinisante, va, comme la FSH, stimuler certaines activités ovariennes. Ainsi, les forts taux de LH qui sont observés un peu avant l'ovulation vont jouer un rôle clé dans le déclenchement de l'ovulation, c'est-à-dire dans la libération par le follicule mûr d'un gamète femelle. Ce pic de LH permet aussi, dans l'ovaire, la transformation du follicule rompu en corps jaune. Et la LH va également activer la production par le corps jaune de progestérone qui, comme la testostérone ou l'estradiol, est une hormone de nature stéroïdienne. En résumé, chez les mammifères mâles ou femelles, la GnRH hypothalamique, les gonadotropines adénohypophysaires et les hormones gonadiques constituent les trois messagers successifs de leur axe gonadotrope. Et la GnRH, située au premier étage de cet axe, joue un rôle fondamental dans la fonction de reproduction en activant la sécrétion des deux gonadotropines. La découverte en 1970 du rôle clé de la GnRH reste
la plus importante découverte faite dans le contrôle neuroendocrinien de la reproduction, jusqu'aux travaux que je vais vous présenter et qui mettent en évidence le rôle des quispeptines dans le contrôle de la reproduction. Revenons en l'année 2003 où sont réalisés dans 2 groupes différents de recherche des expériences chez la souris et chez l'humain. Ces travaux montrent que lorsque le gène qui code le récepteur des quispeptines est absent ou muté, les souris ou les humains ne présentent plus de puberté, leurs gonades restent de petite taille, leurs taux sanguins de FSH et de LH sont bas, leurs taux sanguins d'hormones gonadiques, c'est-à-dire de testostérone ou d'estradiol, sont également faibles et ils sont stériles. Leur axe gonadotrope est donc inactif. Les quispeptines sont donc nécessaires à l'activité de l'axe gonadotrope. Chez ces humains qui présentent une mutation du gène qui permet l'expression du récepteur de la quispeptine, un traitement par les gonadotropines ou par la GnRH restaure la spermatogénèse chez les hommes et il va permettre une ovulation et une grossesse normale chez les femmes. Ces travaux montrent bien que les quispeptines sont nécessaires au bon déroulement de la puberté et de la fonction de reproduction chez l'adulte. Chez les souris qui ne possèdent pas le gène du récepteur des quispeptines, la quantité de GnRH dans le cerveau n'est pas différente de celle de souris normales. En l'absence de récepteur des quispeptines, la synthèse de GnRH n'est donc pas modifiée, mais c'est en fait la libération de GnRH qui se trouve altérée, ce qui ne permet plus de stimuler les cellules gonadotropes de l'adénohypophyse. La mise en évidence du rôle que les quispeptines et leurs récepteurs jouent dans la fonction de reproduction est la découverte la plus importante faite dans le domaine du contrôle neuroendocrinien de la reproduction des mammifères depuis celle de la GnRH dans les années 1970. Des neurones à quispeptines ont été identifiés dans l'hypothalamus des mammifères. Ainsi, en 2006 puis en 2008, des études de l'hypothalamus de rongeurs, par exemple de la souris, et d'ovins tels que le bélier et la brebis, ont permis de localiser les neurones à quispeptines dans 2 régions de l'hypothalamus, l'aire préoptique et le noyau arqué. Puis, en 2010 et 2012, des neurones à quispeptines ont été aussi localisés dans le noyau arqué de primates, dont l'espèce humaine. Les quispeptines sont des neuropeptides libérés de façon pulsatile par ces neurones de l'hypothalamus, et les quispeptines vont stimuler la libération pulsatile de GnRH en agissant sur le récepteur des quispeptines, KIS1R, qui est exprimé par les neurones à GnRH. Les résultats expérimentaux présentés sur ce document ont été obtenus chez la brebis en 2007. Des injections répétées de quispeptine 10, Kp10, mentionné en haut par les flèches noires, stimulent la libération pulsatile de GnRH dans le système porte hypothalamo-hypophysaire, et ces pulses de GnRH vont stimuler à leur tour la sécrétion pulsatile de LH et de FSH dans la circulation générale. Notons qu'il existe d'autres composés, des neurotransmetteurs et des neuropeptides, qui stimulent aussi la libération de GnRH. Mais les quispeptines apparaissent comme les plus puissants stimulateurs de la libération de GnRH. Le rôle des quispeptines dans l'initiation de la puberté a été démontré chez de nombreuses espèces de mammifères. Ainsi, l'invalidation du gène KIS1 chez des souris transgéniques va empêcher leur puberté, mais l'administration de quispeptine va permettre d'activer l'axe gonadotrope de ces souris et d'induire leur puberté.
On a pu montrer, par exemple, chez les rongeurs ou chez le singe, que l'expression des kispeptines augmente pendant la période de puberté et qu'une administration de kispeptines permet d'avancer la puberté de ces espèces. Les kispeptines, synthétisées par des neurones de l'hypothalamus, jouent un rôle essentiel pendant le développement fœtal de l'axe gonadotrope, puis dans l'initiation de la puberté en remettant en route l'axe gonadotrope, et elles participent ensuite à la régulation fonctionnelle de l'axe gonadotrope de l'adulte. Et l'on peut désormais intégrer ces kispeptines dans des schémas présentant la régulation de la fonction de reproduction des mammifères. Par exemple, chez le mammifère mâle, les neurones à kispeptine de l'hypothalamus, représentés en rouge tout en haut de ce schéma, et qui sont actifs à partir de la puberté, vont permettre l'activation de l'axe gonadotrope du mâle, ce qui aboutit à une stimulation de la fonction spermatogénétique et de la fonction endocrine des testicules. Nous avons vu que la testostérone exerçait en retour un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, et des travaux conduits notamment sur les rongeurs montrent que la testostérone agit sur les neurones à kispeptine du noyau arqué en freinant l'expression du gène KIS1. Rappelons que ce rétrocontrôle négatif permet de stabiliser le fonctionnement testiculaire. Chez la femelle de mammifère, l'activité gonadique n'est pas stable, mais elle est cyclique, ce qui se traduit par l'existence d'un cycle ovarien constitué par deux phases, une phase folliculaire de 12 à 16 jours et qui se termine par l'ovulation, puis une phase lutéale de 14 jours pendant laquelle un corps jaune cyclique se forme, puis régresse. Et on peut intégrer les kispeptines dans l'axe gonadotrope de la femelle de mammifère. Nous prendrons ici l'exemple de la femme. Les neurones à kispeptine de l'hypothalamus sont actifs à partir de la puberté et leur activité va varier au cours du cycle ovarien. Démarrons par la phase folliculaire qui est la première phase du cycle ovarien. L'activité des neurones à kispeptine va permettre de stimuler la libération de GnRH qui va à son tour stimuler la synthèse et la libération de FSH et de LH. Ces deux gonadotropines vont alors stimuler le développement de follicules ovariens et elles contribuent aussi à activer la production folliculaire d'estradiol. L'augmentation d'estradiol produit par le follicule en maturation va notamment permettre l'épaississement de la muqueuse de l'utérus en préparation d'une éventuelle grossesse. Pendant la phase folliculaire, ces taux croissants d'estradiol vont exercer aussi un rétrocontrôle négatif sur l'axe gonadotrope, ce qui va freiner la sécrétion de gonadotropine. Et des expériences conduites notamment chez les rongeurs et chez la brebis ont montré que l'estradiol exerçait un rétrocontrôle négatif en freinant l'expression du gène KIS1 dans les neurones à kispeptine du noyau arqué, exactement comme la testostérone le fait chez le mâle. Ce rétrocontrôle négatif, exercé par l'estradiol sur les neurones à kispeptine, va donc conduire à freiner la sécrétion de gonadotropine, dont les niveaux vont rester bas pendant toute la phase folliculaire. Ainsi, chez la femme, il n'y aura pas suffisamment de FSH pour que plusieurs follicules arrivent à maturité. Et par conséquent, un seul follicule va parvenir au terme de son développement, à la fin de la phase folliculaire, et il contient alors le gamète femelle prêt à être ovulé. À la fin de la phase folliculaire, le follicule parvenu à maturité va libérer une grande quantité d'estradiol. Ces fortes concentrations plasmatiques d'estradiol demeurent élevées et supérieures à un certain seuil
pendant plusieurs heures. Et ces fortes concentrations plasmatiques d'estradiol vont cette fois exercer un rétrocontrôle positif sur l'axe gonadotrope, c'est-à-dire qu'elles vont activer cet axe. Des expériences conduites chez la rate montrent que ces forts taux d'estradiol activent les neurones à kispeptine de l'aire préoptique. Cette forte augmentation de production de kispeptine dans l'hypothalamus conduit donc à une libération massive dans le système porte-hypophysaire de GnRH, laquelle stimule la libération de gonadotropine et notamment de LH. Ce pic de gonadotropine, et donc notamment ce pic de LH, va provoquer l'ovulation, c'est-à-dire la libération hors de l'ovaire du gamète femelle, lequel pourra ensuite être éventuellement fécondé par un spermatozoïde. Après l'ovulation, on entre dans la phase lutéale, c'est-à-dire dans la deuxième phase du cycle ovarien. Au cours de cette phase lutéale, le follicule rompu lors de l'ovulation se transforme en corps jaune cyclique, lequel produit de la progestérone. Cette hormone va notamment empêcher les contractions du muscle de l'utérus, favorisant ainsi une éventuelle gestation. La progestérone, produite par le corps jaune, va exercer à son tour un rétrocontrôle négatif sur l'axe gonadotrope. Et on a montré par exemple chez la rate que la progestérone freine les neurones à kispeptine du noyau arqué et de l'aire préoptique. Le corps jaune de la femme produit aussi de l'estradiol qui va participer à ce rétrocontrôle négatif en freinant aussi des neurones à kispeptine. Ce frein, exercé par les hormones lutéales, va conduire à maintenir basses les concentrations de gonadotropine, empêchant ainsi pendant la phase lutéale que de nouveaux follicules ne subissent une maturation. Puis, en l'absence de fécondation, le corps jaune cyclique va régresser. Ainsi, à la fin de la phase lutéale chez la femme, les taux sanguins de progestérone et d'estradiol vont chuter, ce qui met fin au rétrocontrôle négatif qui était exercé par ces hormones lutérales sur les neurones à kispeptine de l'hypothalamus. Et par conséquent, ces neurones à kispeptine ne sont plus freinés et leur activité qui reprend va permettre notamment à la FSH de s'élever un peu et de permettre ainsi le recrutement de nouveaux follicules et donc le démarrage d'une nouvelle phase folliculaire. De plus, la chute des taux sanguins d'hormones lutérales due à la régression du corps jaune va déclencher chez la femme l'apparition de règles ou menstruations, c'est-à-dire la perte de la couche superficielle de la muqueuse utérine qui s'était mise en place au cours du cycle précédent. En cas de fécondation chez la femme, le corps jaune est maintenu pendant une partie de la grossesse et il continue alors de produire de l'estradiol qui permet la croissance de l'utérus et surtout de la progestérone qui va maintenir la gestation. Le placenta prendra ensuite le relais du corps jaune de la femme dans la production de taux croissants d'estradiol et de progestérone et pendant toute la grossesse, il n'y aura ni de cycle ovarien ni de règles. Après la naissance, pendant la période de lactation, des cellules de l'adénohypophyse de la mère qui allaite produisent de la prolactine, une hormone qui stimule la production de lait maternel. Et la prolactine fait aussi baisser l'expression du gène KIS1 dans les neurones à kispeptine du noyau arqué et de l'aire préoptique, si bien que l'axe gonadotrope de la mère qui allaite est au repos, ce qui se traduit, comme pendant la grossesse, par l'absence d'ovulation et l'absence de règles. Ainsi, l'allaitement empêche, au moins momentanément, la survenue d'une nouvelle grossesse. Les kispeptines ne sont pas uniquement synthétisées par des neurones de l'hypothalamus. D'autres travaux montrent en effet que les kispeptines sont aussi produites dans les gonades, l'utérus et le placenta, et elles agissent ainsi localement dans la fonction gonadique, l'implantation d'un embryon et la placentation. Notons que chez les mammifères à reproduction saisonnière,
c'est la durée d'éclairement quotidien, c'est-à-dire la photopériode, qui permet de contrôler l'axe gonadotrope. Et on a montré que l'expression du gène KIS1 varie selon la photopériode. Prenons l'exemple du hamster syrien, qui est un animal de jour long, c'est-à-dire que son axe gonadotrope est actif quand la durée du jour augmente, alors qu'il est inactif quand la durée du jour diminue. On a mis en évidence chez ce hamster mâle que l'expression de KIS1 par les neurones à kispeptine de l'hypothalamus est augmentée par les jours longs, mais elle est au contraire diminuée par les jours courts. Et si on enlève la glande pinéale de cet animal, l'exposition à des jours courts ne diminue plus l'expression de KIS1. La glande pinéale, qu'on appelle aussi l'épiphyse, est une glande située dans le cerveau et qui sécrète pendant la nuit une hormone appelée la mélatonine. La mélatonine influence, sans doute de façon indirecte, l'expression du gène KIS1 par les neurones à kispeptine de l'hypothalamus. Ainsi, ces neurones à kispeptine de l'hypothalamus font le lien entre la photopériode et l'axe gonadotrope, permettant à certains mammifères d'avoir des rythmes saisonniers de reproduction. Dans cette chronique, nous sommes partis de délicieux baisers en chocolat produits dans la ville d'Hershey et d'un gène découvert dans un laboratoire de cette ville et appelé ironiquement KIS1 en hommage au fameux chocolat de cette cité. Mais rien ne laissait prévoir que les produits de ce gène, appelés les kispeptines, et d'abord impliqués comme suppresseurs de métastase, deviendraient des éléments fondamentaux de l'axe gonadotrope des mammifères. C'est une étonnante coïncidence ou peut-être un clin d'œil du destin que la fonction d'un gène appelé KIS, c'est-à-dire baiser, soit finalement essentielle dans le contrôle de la fonction de reproduction. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans la prochaine chronique dans laquelle on s'interrogera sur le lien qui existe entre le combat victorieux de David contre Goliath et les voies nerveuses de notre vision.